Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. And Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité. Aujourd'hui, nous sommes ici avec une mise à jour du Dr Jeffrey Sachs, qui a récemment écrit un essai très important sur ce qu'il appelle les sphères de sécurité, une approche visant à résoudre le dilemme sécuritaire du monde multipolaire du XXIe siècle. Il est ici pour nous en dire plus à ce sujet et sur l'actualité en général. Jeffrey, bienvenue à nouveau. Ravi d'être avec toi, Pascal. C'est un plaisir de t'avoir. Et vraiment, félicitations pour cet essai que tu as écrit. Le lien se trouve bien sûr dans la description de cette vidéo. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as eu l'idée de conceptualiser non pas des sphères d'influence, mais des sphères de sécurité? On entend beaucoup de critiques à l'égard des sphères d'influence, ce qui signifie, dans le langage politique américain, que les grandes puissances exercent des pressions sur les petits pays de leur voisinage et considèrent ces pays comme faisant partie de leur sphère d'influence. D'ailleurs, les États-Unis font cela en permanence, mais ils critiquent toute autre puissance qui agirait de la même manière qu'eux. Les États-Unis et l'Europe affirment que la Russie cherche à imposer une sphère d'influence en Europe de l'Est et surtout en Ukraine en ce moment, et que cela est illégitime. Mon point de vue est différent. Ce que la Russie dit, et je pense de façon constante depuis 35 ans, c'est que ce qui l'inquiète, ce n'est pas d'intervenir dans les affaires intérieures, même de l'Ukraine, et encore moins de l'Europe centrale et orientale, mais de ne pas voir sa propre sécurité menacée par l'empiètement des États-Unis dans son voisinage immédiat. C'est complètement différent. Ce que la Russie dit, c'est qu'il doit y avoir une zone géographique autour de la Russie qui la protège contre les systèmes de missiles américains, l'armée américaine, la CIA américaine opérant librement pour déstabiliser ou renverser le gouvernement russe, ce qui après tout a été un objectif déclaré de la CIA depuis des décennies. Et ce que la Russie affirme, c'est qu'il doit y avoir un espace entre nous et vous, et l'Ukraine représente cet espace. Il y a donc deux interprétations de ce que fait la Russie en Ukraine. Une interprétation est que la Russie essaye de recréer son empire, soit formellement, soit de manière informelle, et qu'elle considère l'Ukraine comme faisant partie de sa sphère d'influence. Et je pense que cela est factuellement faux. Et ce n'est certainement pas ce que les dirigeants russes disent depuis 1990 et 1991, à savoir qu'ils ne veulent pas que les États-Unis menacent la sécurité soviétique, puis russe, en installant des systèmes d'armes américains, des missiles et des bases militaires à la frontière soviétique, ce qui était en discussion en 1990, puis à la frontière russe depuis la fin de l'Union soviétique en 1991. J'estime donc qu'il faut distinguer très clairement, analytiquement, en pratique, dans les traités, le concept de sphère de sécurité, qui constitue une revendication légitime, non seulement légitime, mais aussi parfaitement prudente, de la part d'une grande puissance, de ne pas voir d'autres grandes puissances s'installer à sa porte, avec des moyens militaires ou d'autres agences de sécurité, pouvant représenter une capacité de première frappe, des frappes de décapitation, ou des opérations de subversion et de changement de régime clandestin, et que les grandes puissances déclarent de manière sensée une sphère de sécurité autour d'elles-mêmes dans laquelle les autres grandes puissances ne devraient pas s'aventurer. Je dois dire que cette idée, et je la distingue des sphères d'influence au sens péjoratif tel qu'on l'emploie couramment, du moins dans le langage politique américain et européen, signifie que la Russie ne devrait pas posséder ni gérer l'Ukraine comme un État vassal, ni d'autres États de la région, et que la Russie ne devrait pas être autorisée à revendiquer une sphère d'influence sur son voisinage, car ces pays ne veulent pas de ce type d'ingérence interne. Encore une fois, je veux l'affirmer sans équivoque.
les États-Unis interviennent directement dans tout l'hémisphère occidental dans ce sens, dans le sens d'une sphère d'influence. Ils renversent à plusieurs reprises des gouvernements, en subvertissent d'autres, ils viennent de mettre une prime sur la tête du président du Venezuela, ils ont des navires de guerre dans les eaux vénézuéliennes, ils ont menacé le Panama, ils subvertissent à plusieurs reprises les affaires intérieures des pays de l'hémisphère occidental et d'autres pays ailleurs. Countries and of countries in other places. So even when the United States objects to any Ainsi, même lorsque les États-Unis s'opposent à toute revendication selon laquelle la Russie aurait ou chercherait à établir une sphère d'influence, c'est hypocrite. Mais ce que je veux souligner, c'est que les États-Unis ont fait cette distinction il y a plus de 200 ans en fait, entre une sphère de sécurité et une sphère d'influence. Car la doctrine Monroe, présentée au Congrès américain par le président James Monroe le 2 décembre 1823, affirmait que les États-Unis considéreraient comme une menace directe à leur sécurité toute ingérence d'une puissance européenne dans les affaires des pays nouvellement indépendants de l'hémisphère occidental. Ce qu'on oublie souvent, d'ailleurs, à propos de la doctrine Monroe, c'est que les États-Unis ont également déclaré « Et nous, les États-Unis, n'interviendrons pas dans les affaires de l'Europe. » C'est donc une proposition réciproque. Cette affirmation de 1823 a été répétée encore et encore au cours des 2 derniers siècles, y compris par Donald Trump aux Nations Unies, alors que j'étais assis à l'Assemblée générale de l'ONU en l'écoutant il y a quelques années, et il a répété la doctrine Monroe. C'est une revendication d'une sphère de sécurité. C'est une affirmation selon laquelle nous ne voulons pas de base militaire russe au Mexique. Nous ne voulons pas de base militaire chinoise au Mexique. Nous ne voulions pas de base militaire soviétique à Cuba. Nous avons failli entrer en guerre nucléaire à cause de cela, en octobre 1962. Les États-Unis sont fondamentalement dirigés par des hypocrites et des imbéciles, par des gens sans principe ou par des idiots. Je veux donc être absolument clair. Je n'ai aucune tolérance pour la politique étrangère américaine. Les seuls 2 présidents qui ont eu une vision cohérente à ce sujet à l'époque moderne sont Franklin Roosevelt et John F. Kennedy. Peut-être que John F. Kennedy a été assassiné parce qu'il prônait la paix. Tous les autres présidents, y compris notre idiot actuel et d'autres présidents américains, ont soutenu que la Russie n'a aucun intérêt sécuritaire dans ce qui se passe en Ukraine, aucun droit de regard sur ce qui s'y passe, et qu'en fin de compte, elle ne cherche qu'à obtenir une sphère d'influence pour subvertir la souveraineté de l'Ukraine. Ainsi, les États-Unis refusent de reconnaître exactement ce qu'ils revendiquent pour eux-mêmes dans l'hémisphère occidental. Et soit dit en passant, permettez-moi d'ajouter un autre véritable crétin. Je suis désolé d'utiliser ce terme, mais ces jours-ci, j'ai l'impression que nous sommes dirigés par des idiots. Et il faut le dire clairement, car nous ne méritons pas de mourir à cause de ces idiots qui vont nous mener à la guerre nucléaire. Et je parle de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui a explicitement déclaré la semaine dernière que la Russie n'a rien à dire sur le déploiement de troupes ou de systèmes d'armes en Ukraine. Après tout, l'Ukraine est un pays souverain. Elle fait ce qu'elle veut. C'est l'opposé de la doctrine Monroe. C'est l'opposé du bon sens. Et c'est exactement le contraire de ce que je propose, à savoir que nous légitimions, comprenions et acceptions, par pure prudence et pour notre survie, que les grandes puissances ne doivent pas s'imposer aux autres grandes puissances, que les superpuissances nucléaires doivent se laisser un certain espace. Cela ne signifie pas tolérer leur mauvais comportement. Cela signifie leur laisser un espace afin de ne pas provoquer une guerre nucléaire. Et plus précisément, et je vais m'arrêter là et te redonner la parole, Pascal.
Les États-Unis ne devraient pas être en Ukraine. Les États-Unis ne devraient pas armer Taïwan. Cela relève aussi de la même sphère de sécurité pour la Chine. Et la Chine et la Russie devraient rester à l'écart des Caraïbes, du Mexique et de l'Amérique centrale avec leurs bases militaires. Nous devrions maintenir les grandes puissances suffisamment éloignées les unes des autres pour ne pas déclencher une troisième guerre mondiale. Voilà l'idée. World War III. And that's the idea. I couldn't agree more, and it is very important here to Je ne pourrais pas être plus d'accord. Et il est très important ici de préciser que votre concept de sphère de sécurité est un concept passif. Ce n'est pas une situation où un pays contrôle cet endroit et décide de ses affaires, mais une situation où cet endroit contribue passivement à la sécurité de l'un et de l'autre État. Et ce qui est très important, les personnes qui nient ce droit à la Russie ou qui nient que la Russie devrait avoir quelque chose de similaire en Ukraine sont celles qui non seulement soutiennent une sphère d'influence pour les États-Unis, mais qui soutiennent l'étape suivante, à savoir une sphère d'ingérence pour les États-Unis. Les États-Unis sont autorisés à s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Ukraine afin d'aider l'Ukraine, quelle que soit la justification que l'on souhaite utiliser. Et le Maïdan, et tout ce qui s'ensuit bien sûr, ne sont que des moyens pour les États-Unis et l'Occident de venir en aide à l'Ukraine, afin qu'elle devienne, au final, un État vassal subordonné. Évidemment, un État dirigé par la CIA, n'est-ce pas? La CIA et l'armée américaine sont encore aujourd'hui en Allemagne, avec des généraux de haut rang qui dirigent toujours une grande partie de la guerre contre la Russie à travers l'Ukraine. Ainsi, l'Ukraine n'est pas seulement une sphère d'influence où les États-Unis expriment ce qu'ils aimeraient voir se produire. C'est là qu'ils mettent effectivement en œuvre leur politique. Et l'opposé de cela, c'est ce que vous proposez. Et une chose de plus, l'idée des sphères consiste bien sûr à avoir des centres de pouvoir, et autour d'eux rayonnent ces sphères. Et l'endroit où les sphères se rencontrent doit être passif, afin de créer de la stabilité entre elles. Nous sommes donc plus proches d'un concept de Césarina et de la manière dont la souveraineté interagit alors dans ces différentes sphères que d'une démarcation nette. Ici commence ma frontière et là est la tienne. C'est cette compréhension que la sécurité est une identité réciproque qui dépend les uns des autres et non pas seulement d'un côté ou de l'autre. Et cela correspond exactement à votre idée, selon laquelle la neutralité peut être une clé pour la sécurité mutuelle. L'idée que l'Union soviétique avait, et cela m'a été rappelé parce que le grand historien Jeffrey Roberts vous a envoyé, ainsi qu'à moi, l'un de ses articles de 2002, concernait les idées d'un très haut diplomate soviétique des années 1920, 1930 et 1940, Maxime Litvinov, qui envisageait que l'Europe devait essentiellement avoir une zone de neutralité s'étendant au nord de la Suède et de la Finlande, puis descendant à travers l'Autriche jusqu'à la Méditerranée. Ce ne serait pas une zone dans laquelle l'Union soviétique chercherait à dominer, ni, selon lui, où l'Empire britannique serait la puissance dominante cherchant à dominer. Au contraire, elle serait neutre et pacifique. Aucun des deux camps ne le considérerait comme une sphère d'influence, mais il s'agirait en réalité d'une sphère de sécurité pour les deux parties, car cela protégerait à la fois l'Occident de sa crainte d'une incursion soviétique et l'Union soviétique de sa peur d'une répétition de l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie. Et cela avait parfaitement du sens. Cela a été mis en œuvre dans le cas de l'Autriche en 1955, lorsque l'Union soviétique et l'Autriche ont convenu que l'Autriche deviendrait un pays neutre et que les forces d'occupation soviétiques quitteraient l'Autriche sur cette base, sachant que l'Autriche ne rejoindrait pas l'OTAN, mais resterait neutre. L'Union soviétique est partie en 1955, et l'Autriche n'a plus jamais été inquiétée par l'Union soviétique
ou par la Russie. Never bothered again by the Soviet Union or by Russia. So the idea proved itself, and they wanted. Donc l'idée a fait ses preuves, et ils voulaient l'appliquer aussi à l'Allemagne. Et les États-Unis, bien sûr, ont refusé. Et c'est très intéressant, si je puis me permettre, Pascal, parce que je regardais justement des propos de Zbigniew Brzezinski, qui, à mon avis, a causé énormément de tort en gâchant tout le potentiel d'une véritable ère de paix après 1991. Brzezinski disait qu'après la fin de la domination soviétique en Europe centrale et orientale, l'OTAN devait s'élargir pour combler le vide sécuritaire laissé par le retrait de l'Union soviétique. Quelle idée étrange, considérer cela comme un vide sécuritaire plutôt que comme une zone neutre que ni l'un ni l'autre ne dérange et qui protège les deux camps. Ainsi, la mentalité américaine, c'est qu'il n'existe pas de neutralité. Il n'existe de zone de sécurité que pour les États-Unis, car les États-Unis la revendiquent pour tout l'hémisphère occidental. Mais la Russie, aucun intérêt légitime concernant la présence de systèmes de missiles Aegis américains à Cuba, ou de bases militaires américaines à Cuba, ou de la CIA. Je ne veux pas dire Cuba, Ukraine, excusez-moi, que la Russie n'a absolument aucun intérêt si les États-Unis installent leur système de missiles, la CIA ou leur armée en Ukraine. C'est cette mentalité-là. C'est ce que Mark Rutte a explicitement déclaré. C'est ce qui va tous nous mener à la catastrophe si nous n'apprenons pas à rester à l'écart des autres grandes puissances. Non pas pour les laisser faire n'importe quoi, mais bien au contraire, pour arrêter de les déranger et de les provoquer. C'est ce que la foule du « avec nous » ou « contre nous » aux États-Unis, pas seulement les néoconservateurs, mais aussi les autres, ceux qui sont influencés, n'arrivent pas à comprendre. Psychologiquement, ils sont incapables d'envisager un troisième concept. C'est soit avec nous, soit contre nous. Tout ce qui n'est pas avec nous est automatiquement contre nous et doit être combattu, soit comme cible principale, comme la Russie ou la Chine, soit de manière secondaire. Comme les neutralistes, ceux qui veulent rester en dehors, et ils doivent être éliminés, comme M. Yanukovych en Ukraine, qui voulait rester en dehors. Il n'était pas pro-russe, il était pro-ukrainien. Il était pour la neutralité parce qu'il avait compris cela. Mais il a été évincé. Et d'autres sont en train de l'être. Et revenons à notre point de départ, car la solution n'est pas d'enseigner aux personnes du type « avec nous » ou « contre nous ». Elles sont perdues. Ce sont des causes perdues. Nous devons donc composer avec elles. La question est de savoir comment rendre cela évident aux endroits dont nous devons défendre la neutralité. Prenons l'exemple de Doha, au Qatar, qui est un tout petit État du Golfe. Et ces derniers mois, il a été attaqué à 2 reprises, parce qu'il accueille des bases américaines, et maintenant parce qu'il organise des événements diplomatiques concernant le Hamas, n'est-ce pas? Donc en gros, n'est-ce pas un cas typique pour montrer comment on devient une cible en accueillant des puissances ou des belligérants? Et je ne dis pas que je mets le Hamas au même niveau, etc., car c'est pas le cas. Mais ce qui est important dans le ciblage du Hamas aujourd'hui par Israël, le bombardement du Qatar pour cette raison, c'est que ce n'était pas la branche militaire du Hamas. Il s'agissait littéralement des négociateurs qui examinaient aujourd'hui même une proposition de Donald Trump. Israël, avec ce régime meurtrier, s'oppose par principe à toute issue négociée, car ce qu'il veut, c'est uniquement la domination, le pouvoir. Ainsi, chaque fois que des négociations s'approchent d'une conclusion entre les États-Unis et le Hamas, ou les États-Unis et l'Iran, Israël lance une frappe militaire. C'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques semaines, lorsque les États-Unis et l'Iran progressaient sur la question des armes nucléaires. L'Iran acceptait un système de surveillance pour dissiper tout doute sur sa volonté de ne pas acquérir d'armes atomiques.
point would be that the United Mais en même temps, l'argument inverse serait que les États-Unis mettraient fin aux sanctions et cesseraient les attaques visant à déstabiliser le gouvernement iranien. Ils en étaient à la 6e série de négociations et Israël a attaqué. Ensuite, les États-Unis, parce qu'ils sont subordonnés aux lobbies sionistes, ce qui est totalement et étonnamment le cas, ont également attaqué l'Iran, alors même qu'ils prétendaient négocier. Et c'est exactement ce qui vient de se passer avec le Hamas. Ce n'est pas seulement une attaque contre le Hamas, c'est une attaque contre les négociateurs qui essayent d'obtenir un cessez-le-feu permanent à Gaza. Je veux revenir sur cette mentalité du « nous contre eux », parce que comme tu le dis, nous sommes complètement happés par cela. Et la mentalité américaine, c'est qu'il n'existe pas de neutralité. La neutralité est contre nous, exactement comme ils le disent. Et nous avons eu une discussion il y a quelques semaines, parce que j'ai relu, pour la première fois depuis de nombreuses années, le soi-disant dialogue des Méliens dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Tout le monde devrait lire cela. C'est vraiment glaçant. Il s'agit en fait d'une leçon donnée par les Athéniens arrogants au peuple de l'île de Mélo. L'île de Mélo, en 416 avant J.C. voulait rester neutre dans le conflit entre Athènes et Sparte. Et le général athénien dit aux habitants de Mélos, « Vous ne pouvez pas être neutre. Vous êtes soit avec nous, soit contre nous. Et si vous revendiquez la neutralité, nous vous tuerons tous les hommes, et nous vendrons toutes les femmes et les enfants comme esclaves. » Et bon sang, c'est exactement ce qu'ils ont fait. La grande démocratie d'Athènes est allée massacrer les hommes de Mélos parce qu'ils voulaient rester neutres. C'est ça, la mentalité américaine. Et cela est expliqué très clairement. Le général athénien, débordant d'arrogance, bien sûr, explique que les puissants font ce qu'ils peuvent et les faibles ce qu'ils doivent, et que les Méliens, pour survivre, doivent obéir. Les Athéniens disent que vous ne pouvez pas être neutre parce que nous l'exigeons. Et si vous persistez à vouloir rester neutre, vous nous contredisez. Et si vous nous contredisez et que nous vous laissons faire, cela montre que nous sommes faibles. Donc nous ne vous laisserons jamais nous contredire. Voilà la logique du général athénien. Donc nous allons devoir vous tuer si vous voulez simplement rester neutre. Et comme par hasard, c'est effectivement ce que l'histoire a montré. Et c'est là l'argument réaliste en faveur d'une neutralité réaliste. Cela ne signifie pas nécessairement que Mélos aurait dû s'armer et se faire vassal de Sparte, puis partir en guerre avec Sparte contre Athènes. C'est pas ça, le propos. Le propos, en réalité, que défendent les réalistes, c'est qu'il faut un minimum de sécurité pour soi-même afin de protéger cela. Donc, si l'on transpose cet exemple au Qatar, ce que le Qatar devrait faire, c'est protéger son espace neutre et être capable de protéger les diplomates. Il faut donc un minimum d'équipement défensif pour se défendre contre des frappes israéliennes ou d'autres attaques. Et il ne faut pas donner l'impression que vous représentez une menace pour l'Iran, afin d'éviter de devenir une cible évidente, ce qui s'est produit, et ainsi créer une sphère de sécurité. Mais en réalité, dans cette conception, la sphère de sécurité repose sur les épaules de ces États indépendants, qui n'appartiennent à aucun des deux camps, mais souhaitent être amis avec les deux et ennemis d'aucun, comme pour dire ceci. La question est de savoir comment nous pouvons dépasser ce concept, surtout en Europe et ailleurs, selon lequel il faut soit être avec les Américains, soit contre eux, n'est-ce pas? Ce n'est pas cela. Nous avons besoin de quelque chose de mieux. C'est tellement intéressant. Bien sûr, lorsque j'ai évoqué ce sujet avec notre bon ami John Mearsheimer, les gens pourront retrouver notre discussion à ce propos en ligne sur votre site. John a dit « Bonne idée, Jeff, mais impossible ». Il pense que les grandes puissances s'affrontent inévitablement. C'est ce que font les grandes puissances. Elles ne laisseront jamais les choses tranquilles.
elles ne laisseront jamais l'Ukraine neutre. Donc, c'est vraiment nous contre eux, parce que, comme l'a dit Brzezinski, et je l'ai cité plus tôt, ce serait un vide. L'idée, c'est que la neutralité est comme un vide. Elle attirera forcément quelqu'un. Donc ils ne peuvent pas, ils n'acceptent pas. John ne croit pas qu'il soit possible d'avoir ces zones de sécurité qui tiennent les puissances à l'écart. Il n'est pas contre le concept. Il dit simplement que les grandes puissances sont enfermées dans une cage de fer où elles sont condamnées à s'affronter. Et son excellent livre, qui est d'ailleurs un excellent livre, s'intitule « The Tragedy of Great Power Politics ». J'ai toujours dit à John, il faut qu'on s'éloigne de la tragédie, surtout à l'ère nucléaire. Il faut qu'on résolve ce problème, pas seulement le comprendre, mais le résoudre. Donc je crois bien sûr que ceux qui sont au centre devraient comprendre cela. Nous devrions les aider à le comprendre. Nous devrions leur donner des moyens de renforcer cela. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, le peuple américain, les peuples d'Europe, peut-être comprennent-ils déjà que ce n'est pas la voie vers la sécurité que nous suivons. Mon point de vue pour les États-Unis, c'est que depuis le moment où les néoconservateurs ont absolument pris le contrôle en 1991 aux États-Unis, nous n'avons connu qu'un déclin de la sécurité américaine. Cela a été la période la plus difficile. Ce furent des guerres de choix. Il y a eu des renversements de gouvernement, comme le Maïdan en 2014. Cela n'a pas apporté de sécurité aux États-Unis. Et je cite l'horloge de l'apocalypse du bulletin des scientifiques atomiques qui était à 17 minutes de minuit lorsque Bill Clinton a hérité de l'après-guerre froide, soi-disant. Mais ensuite, il a tout gâché, puis George W. Bush a empiré la situation, puis Obama l'a aggravé encore, puis Trump l'a aggravé encore, et enfin, Biden l'a aggravé encore. Chaque président a laissé l'horloge de l'apocalypse plus proche de minuit qu'à son arrivée au pouvoir. Alors l'Amérique est-elle plus en sécurité après avoir renversé un gouvernement en Ukraine, après avoir poussé à l'élargissement de l'OTAN, après avoir refusé à la Russie une sphère de sécurité, après avoir dit à l'Ukraine « Non, vous ne pouvez pas être neutre ». Et d'ailleurs, en le disant littéralement à Zelensky au printemps 2022, alors que Zelensky était sur le point de signer un accord de paix avec la Russie basé sur la neutralité, les États-Unis et Boris Johnson à l'époque, Biden et Johnson tous les deux, ont dit à Zelensky « Non, tu ne signes pas ça, tu continues à te battre ». Cela représente environ 1 million de morts en Ukraine depuis lors. Je veux donc que le peuple américain comprenne que c'est un désastre pour notre sécurité. Il ne s'agit pas d'un combat contre la Russie parce que nous y serions obligés. Nous devrions justement laisser une zone neutre pour ne pas être constamment face à face, pour garder une certaine distance. Et bien sûr, l'hypocrisie des États-Unis n'a pas de limite. Donald Trump s'est montré très agité à propos du fait que, dans le canal de Panama, il existe 2 opérations de services portuaires détenues par, oh mon Dieu, quelle horreur, des entreprises hongkongaises. C'est au Panama. Il s'agit de services portuaires assurés par Hutchison, une société de transport maritime hongkongaise de longue date et réputée. Et Trump affirme que cela constitue une menace pour la sécurité américaine. Pendant ce temps, l'OTAN se trouve à la frontière russe. Oh, aucun problème. Trump, de temps en temps, semble l'accepter, mais il ne le dit jamais clairement au peuple américain ni aux Européens. Et les Européens, jusqu'à présent, et Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, disent exactement le contraire, que la Russie n'a aucune préoccupation sécuritaire légitime. Has no security concerns that are legitimate. Yeah. Very last question, and I'll let you go right after that. But Toute dernière question, et je vous laisse partir juste après. Donald Trump a décidé de renommer le département de la Défense en département de la guerre. Pensez-vous que nous nous rapprochons d'un moment de, disons, clarté
sur ce à quoi nous avons réellement affaire en ce qui concerne toute cette question de sécurité. Pendant très longtemps, surtout en Europe et aux États-Unis, nous avons fait semblant de croire que tout relevait de la défense, alors qu'en réalité, ce qui se passe est bien plus offensif. Il s'agit véritablement d'actions offensives, de fabrication de la guerre à différents stades. Pensez-vous que nous gagnons au moins en clarté sur ce fait, ou qu'est-ce que cela vous indique? Eh bien, cela m'indique, oui, qu'il est plus honnête, vu notre comportement, de l'appeler un ministère de la guerre. Mais c'est aussi plus effrayant, car je préférerais avoir un ministère de la Défense qui fonctionne réellement sur la base de la défense, plutôt qu'un ministère de la guerre qui fonctionne effectivement sur la base de la guerre. Si j'avais confiance que le système politique américain apporterait la paix, on pourrait alors dire, au moins, qu'il s'agit d'une clarté sémantique. Mais la vérité, c'est que le système politique américain produit la guerre. Le système américain est actuellement activement impliqué dans un génocide en Palestine. Ce n'est pas seulement une opération israélienne, c'est une opération israélo-américaine. Israël, vous savez, appuie sur les boutons et tire sur la gâchette, mais les armes sont américaines. Ce que l'on appelle le renseignement pour mener cette opération, ce qui est aussi un cruel abus de langage, provient de Palantir, Microsoft, Amazon et d'autres grandes entreprises technologiques qui fournissent des services cloud et de l'IA aux forces de défense israéliennes, alors qu'un génocide et une famine de masse ont lieu. Nous avons donc en réalité un ministère de la guerre. Mais il n'y a rien de réjouissant dans ce changement d'étiquette. C'est absolument terrifiant. Notre Congrès est complètement muet à ce sujet. Nous sommes essentiellement, en fait, totalement, entre les mains d'un appareil d'État sécuritaire, et au moins nominalement, entre les mains d'une seule personne qui fait ce qu'elle veut et l'annonce sur Truth Social. Et tout cela est très étrange et instable. Et en réalité, nous n'avons de clarté sur aucune question. Les États-Unis face à la Russie, les États-Unis face au peuple palestinien ou aux nations arabes, les États-Unis face à l'Iran. Nous négocions pendant 5 semaines, puis nous les bombardons la 6e semaine. Les États-Unis face à la Chine. C'est une situation extraordinairement dangereuse. Rien n'est rationnel ni logique au sens traditionnel. Nous sommes à la merci des caprices, du secret, des jeux, comme si nous n'étions pas vraiment à l'ère nucléaire, qui est pourtant la nôtre. Oui, nous devons sortir du jeu et revenir à la réalité. Et bien sûr, dans la réalité, votre Constitution essaie de gérer cela. Elle confie le pouvoir de faire la guerre au Congrès et non au président. Mais tout cela est embrouillé et dysfonctionnel, et il faut une restructuration. Jeffrey Sachs, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Oh, ravi d'être avec vous. Merci.